D'accord? Ça veut dire que quand nous, on arrête de prendre de l'air, de prier, de créer des égrégores, les dieux, ils s'écroulent. Ils n'arrivent plus à être immortels. Donc, dans le choc, encore une fois, Hollywood, voilà. Hollywood, il donne message sur message, quoi. C'est comme ça qu'il faut vraiment le comprendre, quoi. Ouais. Vraiment, vous pensez que les grands blockbusters, c'est vraiment à chaque fois quand même, il y a derrière toute une symbolique. Maintenant, par exemple, celui qui a produit Fringe, c'est J.J. Abrams, le producteur J.J. Abrams, qui est aussi réalisateur. Il a réalisé quelques films, dont, comment s'appelle le film 8 mm, avec les gosses, avec un extraterrestre. Là, bon, il a réalisé ce film-là, mais il va surtout réaliser le nouveau Star Wars. Et alors là, moi, je me frotte déjà les mains parce qu'en sachant, il va réaliser les nouveaux, parce que c'est Disney qui a repris la boîte à George Lucas, et c'est lui qui va réaliser les nouveaux Gardiens de la Galaxie. Les 3 qui sont censés être la suite, donc. Moi, je vous dis, ça va être intéressant, ça. J.J. Abrams associé à la Guerre des Étoiles, ça promet d'être très révélateur. Alors, Walt Disney aussi, hautement polémique. On nous dit Walt Disney, c'est les rois du satanisme et des symboles ésotériques dans tous les dessins animés. Oui. Alors, quelques-uns, oui, c'est vrai qu'il y a des messages subliminaux un petit peu sexuels, on va dire, dans les dessins animés de Disney. On va dire ils influenceraient pour ouvrir la jeunesse à la sexualité précoce. Bon, ça c'est pas bien, on va dire. Tout ce qui est pédophilie, tous ces trucs-là, on est d'accord pour dire ça. Mais de libérer le chakra racine, la sexualité, pour que l'énergie puisse monter, parce que tout ça, on parle de tabou, bien sûr. Donc, c'est-à-dire que ce chakra racine, c'est le dragon, c'est-à-dire on est vraiment, là où on parlait d'un chien, Cerbère, donc, on est l'entrée de la grotte, là, quelque part. Et si celui-là, il est déjà fermé, l'énergie pranique, elle ne peut pas monter. C'est-à-dire que si je me libère de tous ces tabous, toutes ces choses-là, parce que c'est des blocages spirituels qui vont faire que mes chakras, mes zones énergétiques ne vont pas tourner, ils ne vont pas vraiment vibrer comme ils doivent. Et la sexualité est quelque chose qui doit être aussi lâché. C'est-à-dire tous ces tabous qu'on crée. Après, je vous dis, ça n'a rien à voir maintenant avec les fous furieux, satanistes, pédophiles et tout ça. Parce qu'encore une fois, chez les francs-maçons, bien sûr qu'il y a des fous furieux. Il ne faut pas voir derrière chaque franc-maçon non plus un taré, prenons les mots comme ils sont. Il y a aussi des gens très vertueux, donc qui ont vraiment envie d'aider la société, etc. Mais bon, après tous les réseaux pédophiles qu'on a connus en Belgique, ça va même très loin. Je veux dire, le fameux château, là, moi qui habite, le château, vous avez peut-être genre de David, je connais l'affaire, ce château qui a été David Icke en parlait, donc c'est pas loin de chez moi, ça, ce château, justement. Et puis voilà, et puis je connais toutes ces histoires, je sais que c'est tout à fait vrai, mais il faut non plus pas voir derrière tous ces gens-là des comme ça, c'est-à-dire des pédosatanistes qui égorgent les enfants et qui boivent leur sang. Ouais, parce que dans Disney, il y a des références parfois. Enfin, on a vu des trucs dans le Roi Lion, ça a été des. Justement, là, il n'y a rien de négatif là-dedans. Je veux dire, dans le Roi Lion, c'est la légende d'Osiris et d'Horus. C'est l'oncle qui tue son frère, le fils est chassé, Rafiki, ça représente le dieu Thoth, le dieu de la sagesse, donc le babouin. Donc, il y a tout le symbolisme, et puis après, on parle de générations qui se succèdent, donc toute la dimension par rapport à ça. Il n'y a pas maintenant forcément, à part la séquence où je ne sais pas si c'est Simba ou Mufasa qui s'affalent dans l'herbe, et tout d'un coup, il y a l'herbe qui fait sexe, le mot sexe. Voilà. Mais voilà, c'est-à-dire, il faut toujours. Après, je me dis toujours, est-ce qu'il ne serait pas maintenant, je dis tout bêtement, des dessinateurs qui se font des blagues aussi, ça peut aussi arriver des trucs comme ça. Bon, tout est possible. Est-ce qu'il nous laisse, oui, justement, alors, dans les films, qui est initié? Le réalisateur, le scénariste? Je dirais surtout scénariste, pour commencer, celui qui écrit l'histoire, parce qu'il va chercher, pour écrire son histoire, il doit bien s'inspirer, parce qu'il y a aussi... Mais bon, le Roi Lion, c'est flagrant. Ça ne peut pas être une inspiration comme ça. On est vraiment dans la légende d'Osiris. Après, voilà. Après, le réalisateur aussi, bien sûr, ça dépend. Parce qu'il y a des films vraiment où il y a des réalisateurs qui viennent vraiment... c'est un peu des exécutants pour réaliser le film. Les acteurs aussi, il y en a qui sont un peu dans le bain. Je vais dire quelque part, surtout certains acteurs qu'on voit régulièrement dans des films très particuliers. Je dirais Rachel Weisz, qui est donc la femme de Darren Aronofsky, celui qui a fait Black Swan et puis The Fountain
et qui a fait maintenant Noé. Donc Rachel Weisz, elle est toujours dans des films très particuliers, on va dire. Ah bah The Fountain, alors là, c'est... Ça, c'est... Ouais, voilà, c'est... Pour moi, c'est le film de toute manière absolu. Hein. C'est pour moi un des plus beaux films que j'ai vus. Ça a eu un énorme impact sur moi quand je l'ai vu, Ouais. parce que je l'ai vu beaucoup plus tard. On n'en avait pas beaucoup entendu parler à sa sortie en 2006, Non. mais ça parle bien de la mort, de cette peur qu'on a de la mort, etc. Et, puisqu'on a vraiment un homme qui fait tout pour sauver sa femme, qui a accepté sa mort, etc. Donc avec l'arbre de vie, donc... Voilà, qui va aux sources de Ouais, l'arbre de ouais, vie, en fait, pour... Non, c'est un super beau film. Et puis il est repris combien de fois la musique rien que Ah bah, pour faire les petites c'est un séquences classique YouTube hein, et tout pour ça. tous les conspis, voilà. les qui font des vidéos là, avec non, 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 ça fait peur et tout, le Fontaine. Mais c'est vrai, Ouais, mais c'est un beau film. c'est un super beau film. Justement, il revient Et alors, Rachel Weisz c'est dedans. Donc, D'accord. elle fait la reine d'Égypte, j'allais dire la reine d'Espagne. Ouais. Ouais, ouais. Et bah, ce film-là, alors, ça reprend des éléments réels, ça, cette histoire d'Amérique du Sud, ou c'est complètement fictif? Bah, Amérique centrale. Donc oui, Bah, c'est-à-dire que les Espagnols, quoi, ils auraient trouvé une forme de connaissance en Amérique centrale, c'est pas possible? forcément. Ben, disons que les conquistadors, surtout ce qu'ils voulaient faire, c'était détruire toute la... Voilà, et prendre beaucoup. l'or, il n'y a pas grand-chose Voilà, qui les intéressait. et après aussi au niveau de leur croyance, c'est-à-dire c'est là où on voit toute la différence entre l'Europe et l'Amérique, c'est que pour eux le serpent, donc je parle maintenant les Espagnols, c'est vraiment quelque chose de négatif, c'est le diable, ça incarne tout ça. Quand ils ont vu les temples, ils voyaient partout des serpents, des têtes de mort, ils pensaient vraiment qu'ils avaient affaire à des cultures sataniques, entre guillemets. Ouais. Alors que pour eux, de l'autre côté, le serpent, c'est la sagesse. C'est pas celui qui va essayer de pousser le rocher, c'est celui qui va essayer de contourner le rocher, justement. Donc le serpent, ça a tout à fait une autre dimension chez l'Amérique centrale, etc. Donc même chez les Indiens Chez les d'Amérique Indiens du Nord. d'Amérique, parce que chez les Indiens d'Amérique aussi, dans leur ancienne culture, il y a, à la fin des mondes, ils parlent que le monde sera une toile. Je ne sais pas si vous connaissez. D'araignée. Oui, Non. que le monde. Bah, ils disent dans les cultures amérindiennes que à la fin des temps, entre guillemets, le monde sera devenu une toile. Vous ne connaissez pas Je sais pas si... Non. Non, je connais pas ça. D'accord. Non, parce que je trouve ça marrant, parce qu'il y a la toile aujourd'hui avec Internet. Et, Ça, c'est pas faux. Et c'est ça ce qui est intéressant avec Internet, justement, avec cette toile, si on parlerait d'une toile d'araignée, justement, c'est qu'à chaque croisement, il y a une petite personne un petit peu éveillée qui essaie de partager sa connaissance et qui va influencer certaines personnes à s'éveiller vers certaines choses. Ouais. Puisque c'est là où je dis aussi au début de mon livre, ceux qui sont tout le temps dans la révolution, c'est bien beau la révolution, la conspiration, de propager tout le temps la conspiration, c'est bien, mais à un moment donné, ça constipe, la constipation. Parce qu'on bloque, on ne parle pas de solution. Et là, on retire au mot révolution, parce que révolution, c'est une boucle. On recommence à zéro à chaque fois. On va couper des têtes. Si on ne change pas le fonctionnement profond de l'être, on va recommencer au même point. C'est-à-dire, ça va durer un siècle ou deux, on sera au même résultat. Donc, il faut retirer à ce mot révolution la lettre R, et on a l'évolution. Donc, de partager toute la connaissance possible, d'être pas tout le temps dans les versions péjoratives, bien sûr, plutôt dans les choses éclairantes, de propager de la lumière, si c'est ce qu'on veut. Si on veut qu'une humanité, d'ailleurs Gandhi, il disait, soyons le changement que nous voulons voir apparaître autour de nous. Donc au lieu de venir tout le temps avec des problèmes, ou ce qui ne va pas, ignorons-les, on le sait. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le partager, ce truc, mais pas en majorité. Parce qu'il y a beaucoup trop, pour moi, de choses négatives, et c'est aussi de la souffrance qu'on prend en pleine figure. Les gens, ça les... Moi, à un moment donné, j'ai fait un break, c'est-à-dire mes 2 premiers livres étaient encore beaucoup dirigés dans les choses négatives, on va dire péjoratives et conspirationnistes, compagnie. Et à un moment donné, j'ai dit stop. Parce que moi-même, dans ma vie personnelle, je commençais à être plus bien. Si vous avez des enfants et puis vous commencez à prendre conscience de la dimension de tout ce qu'il y a autour de nous, c'est pas grave, je veux dire. Et donc, là, il y a toutes des choses qui sont importantes à expliquer. Et l'exemple que je donne assez souvent, c'est au lieu de faire, c'est un exemple tout bête, hein, mais au lieu de faire une manifestation contre quelque chose, contre le nucléaire par exemple, en sachant qu'il existe plein d'énergies alternatives et tout ça, utilisons la même quantité d'individus pour faire une manifestation pour l'énergie libre. C'est-à-dire que comme on sait que les lobbies contrôlent les gouvernements et que les gouvernements ont la police et l'armée qui font de toute manière, ce qu'on leur dit, donc on fait une manifestation avec des banderoles
Nikola Tesla et compagnie. Donc regardez le public, ils existent. Et parce que on ne va pas. C'est-à-dire que les lobbies, on va dire, on les ignore. On fait comme s'ils n'existaient même plus. Pour nous, ils n'existent plus. Et donc, on utilise toute cette force, et j'appelle ça la technique de l'aïkido. J'utilise la force de l'adversaire pour la retourner contre lui. Les policiers qui seront devant moi, ils n'auront pas la même approche devant une personne qui fait une manifestation pacifique qu'un qui est contre quelque chose. Parce qu'il verra aussi son intérêt là derrière. Il faut venir avec les solutions. Il faut venir avec les solutions. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Parce qu'il y a pas mal de réactions. Monsieur Duc, que pensez-vous des disparitions inexpliquées de certaines civilisations? Seraient-elles éveillées, illuminées? Auraient-elles rejoint une forme de lumière céleste? Vous en parlez un peu, parce que vous parlez un peu des civilisations antédiluviennes. Ouais. Et selon vous, vous dites que les seules traces qu'on ait, c'est Yonaguni, et vous parlez de Tiwaku, c'est par exemple, oui, partout, justement, et on a quand même des traces de civilisations qui avaient quand même une possibilité de faire des choses assez titanesques, je veux dire, il n'y a pas d'autre mot. Des temples et c'est justement ceux qu'on voit le moins à la télé, bien sûr, parce que on verra toujours un tas de cailloux comme ça, et puis on va dire mais des blocs qui peuvent s'emboîter comme des blocs Lego, et donc qu'est-ce qui leur est arrivé? Des géologues donc confirment qu'il y a vraiment eu un déluge. Il y a vraiment un cataclysme planétaire. Ça, c'est confirmé par des géologues. Donc, vous pouvez aller sur n'importe quelle partie de la Terre, à une certaine. Donc, si on prend maintenant une tranche de sol, on voit qu'il y a une époque, il s'est passé quelque chose. C'est à peu près à 400 000 ans, c'est ça, à peu près? Non, pour moi, je parle encore de 6 mois. Enfin, d'après ce que moi je pense, c'est plutôt, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup moins loin. Ah, oui. C'est-à-dire, on est aux alentours de 10 à 12 000 avant l'an 0. Donc, autour de là, il s'est passé quelque chose de particulier. Et là, ces civilisations, il y avait donc surtout une civilisation, quelque part, qui dominait. On les appelle les Atlantes. Donc, voilà, après, il y en a qui parlent des Lémuriens et tout ça. Mais la localisation de l'Atlantide, c'est aussi un sujet qui est très intéressant, parce qu'on est tout le temps en train de parler de l'océan Atlantique, bien sûr, ou parfois même en Méditerranée. On parle que là, il y aurait une île qui aurait sombré, mais rarement on parle de l'Antarctique. La Terre, elle a seulement besoin de bouger un petit peu, que l'Antarctique se trouvait, on va dire, un peu plus au nord, donc que la Terre, elle va faire un petit glissement, et que l'Antarctique se retrouve tout d'un coup dans cette zone où elle est aujourd'hui, toute gelée, parce qu'ils ont trouvé, par exemple, en Sibérie, de l'autre côté, des mammouths qui venaient de brouter de l'herbe et qui ont été gelés en l'espace de quelques... On en a trouvé énormément. Voilà. Ça reste donc, d'ailleurs une grande... La Terre, elle glisse comme une orange, donc comme une peau d'orange qui ne serait pas collée à la chair, donc hop, elle glisse un coup, et ces gens-là, ils vont s'évacuer, donc ces Atlantes, comme on les appelle, et ils vont arriver dans des zones qui ont été moins sinistrées, on va dire, et c'est là qu'on va recommencer avec... Parce que aussi, il y a quelque chose... C'est une théorie, bien sûr. Oui, c'est une théorie, bien sûr, mais aussi, justement, qu'on peut étayer encore avec un fait qu'on a remarqué sur plusieurs sites, où les sites ont été abandonnés, comme ça, comme si on va dire, les gens étaient partis mystérieusement d'un coup. C'est le cas avec les Bayas, c'est le cas à l'île de Pâques, c'est le cas en Égypte, où on retrouve des traces de chantiers qui ont été abandonnés subitement, comme si au même moment, partout sur la planète, il s'était passé quelque chose, effectivement, et que tout s'était arrêté. C'est assez mystérieux quand même. La prophétie des Andes, peut-être ils étaient vibratoirement tellement élevés qu'ils ont passé dans une autre dimension. Tous. C'est Fringe version Maya. Non, mais je vous dis, ou bien il y a plein de possibilités. Je veux dire, il parle même de cités qui ont été complètement détruites avec du nucléaire. Donc, oui, on a parlé de ça. Entre autres, c'est dans le... En Inde. En Inde, dans le comment il s'appelle ce livre, le Viramana, oui, le Mahabharata. Le Mahabharata, pardon. Voilà, le Mahabharata, où on parle des Vimanas, c'est ça, et puis on parle d'une guerre nucléaire, mais il semble qu'on ait retrouvé des traces de pierres sous forme justement presque sous forme de cristal, en fait, au moment où justement la pierre a subi une forte chaleur comme sous une explosion nucléaire. Et ça, c'est des traces qu'on a retrouvées en Inde. Ça laisse un peu... Alors l'Inde, sachant que l'Inde, alors je ne sais pas ce que vous en pensez aussi, que c'est une partie du monde
qui a un peu quand même le plus échappé, hein, avec un peu aussi certaines parties d'Asie, en tout cas aux grandes vagues des religions monothéistes. Ils sont restés sur un paradigme très ancien, l'hindouisme est antérieur évidemment à l'islam, au christianisme, etc., au judaïsme. Donc ils ont gardé quand même un lien peut-être avec... vous parlez en plus beaucoup, vous, des anciennes civilisations, justement. Parce qu'il y a beaucoup à prendre dans ces anciennes civilisations. Elles sont plus proches d'un savoir, justement, de cette connaissance que vous abordez. Disons que si maintenant... Parce que moi, je pars du principe qu'il y a vraiment eu... Bon, officiellement, historiquement parlant, on nous parle d'une histoire donc, l'histoire, elle aurait 6000 ans. Je veux dire, les premières civilisations, ils se seraient créées aux alentours de 4000 ans avant Jésus-Christ. Donc... moi, j'y crois pas trop, donc vraiment, pour moi, c'était un recommencement à ces zones-là, on va dire. Mais que bien avant, il y avait déjà probablement des civilisations qui étaient localisées à d'autres endroits, voire même à certains endroits qu'aujourd'hui, on vénère particulièrement. C'est-à-dire, par exemple, Baalbek au Liban, qui est quand même un endroit assez particulier, surtout si on voit les photos des temples. Donc, c'est-à-dire que les Grecs, ils sont installés à Baalbek, ils ont érigé des temples dédiés aux dieux. Mais quand on voit certains blocs qui se trouvent... Les plus en dessous. Les trilitons, donc voilà. Et ça, c'est un truc de fou. Donc des blocs qui pèsent jusqu'à 1200 tonnes. Et alors, il y a des personnes qui disent, mais oui, mais avec des rondins de bois et tout ça. Non, non, c'est pas possible. L'huile de coude, tu peux prendre autant de bestiaux que tu veux. Tes rondins de bois, ils seront écrasés comme si c'était rien, quoi. Je veux dire, 1200 tonnes, c'est pas une tonne d'œufs. D'accord ? On parle vraiment... Il paraît qu'on trouve les mêmes blocs sur le mont du Temple aussi. Sous le mur des lamentations. Sous le mur des lamentations. Et pour moi, ce sont des lieux très sacrés parce que c'était là où les grandes civilisations donc antérieures à tout ça, c'est là où ils étaient installés. La théorie Sitchin, ce sont des anciennes bases Anunnaki. Aussi peut-être, mais en disant, bon, moi je ne me bats pas là-dessus pour la simple raison qu'on est d'accord sur le fait qu'on a affaire vraiment à des êtres, des personnes qui avaient une connaissance qui était très très... alors on nous demande, alors ça c'est vrai, qu'est-ce que vous pensez aussi des civilisations, les traces de civilisations qu'on a découvertes sur Mars? Et est-ce que selon vous c'est crédible ou c'est farfelu? Parce que la NASA a essayé de faire passer pour le truc farfelu, mais quand on va en fait un peu creuser l'affaire, on voit que c'est une mission japonaise qui avait fourni des photos, un peu à l'insu de la NASA. Apparemment la NASA n'était pas au courant que ces photos allaient devenir publiques. Et puis ils ont renvoyé une deuxième mission, puis ils nous ont dit on va au même endroit, on va voir, et puis là ils ont dit il n'y a rien, vous voyez, il n'y a rien, on allait au même endroit. Mais tous ceux qui ont analysé les photos après disent non, c'est absolument pas le même endroit, ils sont retournés sur un autre endroit. Ce qui est intéressant par rapport à Mars, c'est la focalisation que les humains font sur la planète, par rapport à la planète Mars, les Martiens. Pourquoi justement Mars? Pourquoi est-ce que le premier jour de l'année chez les Romains était le 1er mars? Le 1er mars. Voilà, donc... quel est le lien donc avec cette planète? Maintenant, le problème, moi, je ne suis pas saint Thomas, mais quand même, les photos, tout ça, bon, si maintenant je pourrais participer à une mission, aller sur la planète et vraiment me trouver devant les restes d'un édifice, je dirais effectivement, et ça validerait encore d'autres théories que j'aurais par rapport à notre problème en tant que terrien pour nous adapter à cette planète, qu'on serait peut-être... ou bien que les premiers qui ont débarqué étaient peut-être martiens. Parce que la planète Mars, elle a été détruite quelque part. Oui, c'est ça, on a l'impression que c'est une planète détruite. Elle a été tuée par une comète. Là, je vous conseille un livre de Immanuel Velikovsky qui s'appelle Monde en collision. C'est justement ce livre-là qui m'a fait un petit peu détacher du monde de Sitchin et de David Icke, parce que lui, il parle vraiment de phénomènes cosmiques, d'une comète qui a donc percuté la Terre, qui a créé la Lune, donc ce choc aurait créé la Lune, et que cette comète serait revenue et elle aurait détruit la planète Mars. Et si on prend ce fameux cratère Valles Marinaris, donc sur la planète Mars, c'est un énorme canyon qui est X fois plus grand que notre canyon aux États-Unis, donc pour une planète qui est plus petite, ça pourrait être vraiment causé par un choc. Et cette comète, c'est ce que j'allais dire Sitchin, ce que Velikovsky il raconte, en percutant la planète Mars, cette comète, elle aurait stoppé sa course et elle se serait positionnée à l'endroit qu'on appelle aujourd'hui la planète Vénus. C'est-à-dire que la planète Vénus aurait été une comète.
ou bien un corps qui n'était pas dans l'orbite, on va dire, du Soleil, donc, et qu'elle venait régulièrement, et qu'à cause de ce choc, là, elle aurait été freinée, et elle se serait positionnée à la planète, donc ce serait la planète Vénus. Et dans la mythologie grecque, il y a bien sûr une rencontre entre la déesse Vénus et le dieu Mars. Et le dieu Mars. Donc, ça c'est... Et donc les Martiens, oui, peut-être qu'il y avait des gens qui vivaient sur cette, enfin des Martiens, donc justement qui vivaient sur cette planète. Ils savaient ce qui allait venir vers eux. Ils avaient la possibilité peut-être d'évacuer leur planète. Ils vont se retrouver sur une planète qui n'était pas hospitalière à eux par rapport à leur biologie, mais ils se sont peut-être mélangés génétiquement avec les créatures qui étaient sur la planète Terre. Pour pouvoir survivre. Et cette créature qui a tant de mal à s'adapter à l'écosystème, quoi. L'humain, c'est comme s'il ne faisait pas partie de la planète, quoi. Tout à fait, ouais. La façon comme si, dans Matrix, à un moment donné, il a une formule, il dit l'homme est un virus pour la planète. Comme un corps étranger. Un cancer, un petit peu. Bon, l'ego, il joue aussi un grand rôle, malgré tout. La création, à partir du moment où l'homme va commencer à créer son ego, justement, cette déconnexion par rapport au grand tout, parce que les animaux qui ne possèdent pas d'ego n'ont pas ce souci. Ils font on voyait un banc de poissons, le premier qui se trouve au bout et l'autre qui vont faire un mouvement synchrone, ou bien les oiseaux dans le ciel, ils sont tous connectés l'un à l'autre, sur un plan quantique. Donc eux, ils sont pas... Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Selon Velikovsky, c'est Vénus qui a frôlé Mars, la vidant de son eau. Aussi, peut-être. Ouais. Mais en tout cas, elle a tué, entre guillemets, la planète Mars. Donc, Et est-ce que, alors oui, voilà, on va avoir ce débat encore sur les pyramides et les fameuses pyramides de Bosnie. Alors, vous en pensez quoi? Est-ce que vous êtes un peu renseigné sur cette affaire? Parce qu'il y en a qui disent c'est un faux et tout. Moi, tout ça m'a l'air vrai. Moi aussi, quelque part, quand même. Donc, j'ai vu Semir Osmaganic, qui est le conservateur de cette affaire, et tout a l'air vrai, enfin, je sais pas. Moi, pour moi, ce serait pas maintenant, comment dire, une grande surprise. C'est pas une grande surprise de s'imaginer qu'il y aurait peut-être aussi des pyramides là qu'on a voulu cacher, comme les Chinois ont foutu de la terre sur leurs pyramides. Donc, on voit bien qu'avec des arbustes dessus, on voit quand même que c'est pas une montagne. Une montagne n'a pas une forme comme ça, je veux dire. Et puis après, quand ils ont creusé en dessous, quand on commence à voir des blocs de pierre qui ont été posés par la main de l'homme, on est vraiment dans quelque chose qui est... Maintenant, j'ai pas maintenant... Je vous dis, comme je touche à tout, donc cette histoire de synthèse, parce que je veux toujours préserver ma vision globale, je ne peux pas m'éterniser justement sur un sujet particulier. Ça, c'est aussi une technique justement pour avoir une perception des... Il faut s'intéresser un peu à tout. Il y a des personnes qui vont consacrer toute leur vie. Je vous dis un exemple, l'Empire romain, à un moment donné, j'ai commencé aussi à m'intéresser à ça, mais rien que tout ce qui s'est passé à cette époque-là, une vie ne suffit pas pour connaître toutes les subtilités de tout ça. Donc, ce qu'il y a, c'est de trouver les sujets les plus importants qui peuvent servir pour justement ce puzzle, cet assemblage. Et moi, donc, ce qui concerne les Romains, ce qui m'intéressait surtout, c'était cette histoire de christianisme avec Constantin. Et les Mérovingiens, donc, les vignes de Rome, parce que Mérovingien, ça veut dire les vignes de Rome. Donc, est-ce que ça ne voudrait pas dire que ce sont les descendants de Constantin plutôt que celui qui a créé le christianisme? Donc, oui, donc c'est comme ça. Donc, la façon qu'avaient aussi les Romains de concevoir la religion, donc dès le départ, ils vont assimiler tout le panthéon grec. Ils n'ont pas de religion propre, on va dire. Ils ne font rien d'autre que d'assimiler ça. Ils vont changer les noms. Tout d'un coup, ils parlent de monothéisme avec le dieu Mitra. Donc c'est des gens qui sont ouverts d'esprit quelque part. Ils ne sont pas aussi carrés que certaines religions d'aujourd'hui, de dire c'est comme ça et pas autrement. Donc ils ont passé de deux dieux au pluriel vers un dieu unique, solaire, Mitra. Et pourquoi pas s'imaginer qu'ils ont encore changé un petit peu. Après. Voilà. Mais est-ce que, alors cette théorie aussi sur les civilisations, on entend souvent parler que les pharaons se seraient ensuite déplacés vers Rome, puis vers même la monarchie britannique, puisqu'on dit que le symbolisme. Voilà, que le symbolisme lui ressemble. La reine d'Angleterre a repris l'abeille, symbole des pharaons. Et les coiffes des juges et tout et ça. Les coiffes des juges, etc. Et le sceptre qui était aussi un symbole pharaonique. Enfin, c'est pas impossible que justement, si on reste sur cette idée qu'il y existait une civilisation très intelligente qui dominait le monde,
c'est-à-dire, on parle des Atlantes bien sûr, Ouais, hein, bien donc sûr. ils vont arriver dans différentes régions parce qu'on voit aussi bien les liens entre l'Égypte, les pyramides, les momies et tout ça, donc Ouais. les religions, enfin leurs croyances de l'époque, parce que il faut savoir que par exemple les chiens qui sont guides pour amener les âmes dans l'autre monde, ben, il y a Anubis chez les Égyptiens. En Inde, il y en a un chien aussi qui a donc où son maître, je ne me rappelle plus du nom mais je l'ai écrit dans mon livre, de ce dieu dans Inde, il a un chien et c'est celui qui juge les âmes. D'accord? On a Osiris qui est la pesée de l'âme, donc on appelle ça le tribunal d'Osiris, où il y a Anubis qui amène les âmes défuntes pour ce tribunal. De l'autre côté, en Amérique, on a donc le dieu Xolotl, qui est le frère de Quetzalcoatl, et c'est un chien qui va accueillir les âmes défuntes. Donc on voit bien qu'il y a des pyramides, il y a des momies, peut-être autrement préparées, mais on reste toujours, on a même plus ou moins les mêmes légendes. Et donc, que quand c'était quand même des humains, ils n'étaient pas maintenant autres, ils étaient peut-être plus intelligents, etc. Et après, on peut toujours dire, tu insinues qu'il y a 15 000 ans avant Jésus-Christ, que tu avais par exemple une civilisation qui était capable de naviguer, de construire des temples pas possibles, et qu'il y avait des hommes qui vivaient limite comme des singes. Ouais. Et je dis, attends, ça fait pas encore longtemps, il y a en Amazonie des Oui, Indiens des qui ont amas balancé flèches, des c'est vrai, flèches. c'est vrai. Donc aujourd'hui, c'est encore possible en 2014. Donc pourquoi pas à Oui, des c'est époques vrai, reculées. Donc eux, ils arrivent sur des régions où il y a des autres peuples, ils vont se mélanger aux plus belles femmes des hommes, d'accord, comme c'est marqué. Et donc on a la race des sous-dieux, entre guillemets, qui vont devenir des pharaons, etc. Et tous ceux qui vont suivre, ils connaissent leur descendance. D'où ils viennent, c'est-à-dire Et alors le symbolisme, on le préserve parce qu'il est hautement important. Bah, dans ce cas, sur des milliers d'années, ça voudrait dire donc ces familles-là, elles ont une connaissance justement. Ben voilà. Ils ont la connaissance des anciens. Et c'est pour ça que les textes religieux qu'on a là, que ce soit maintenant chez les Hébreux, le christianisme surtout, etc., ben c'est rien, pour moi, c'est des livres scientifiques qui ont été codifiés quelque part. C'est vraiment, ça parle de physique quantique, c'est des livres scientifiques qui ont été transformés d'une manière, bon, ils ont été codifiés, et après ça devient des textes hermétiques que le peuple va lire au premier degré, qui est déjà une belle écriture. Je veux dire, c'est une belle lecture. Quand un personnage dit aimez-vous, on est tous frères, c'est quelque chose de sympathique. Je veux dire, il y a pas Mais quand on commence à prendre conscience que derrière cette légende, il y a une légende alchimique qui va beaucoup plus loin, mais là, il va falloir décomposer tous les symboles pour avoir cette lecture que les initiés connaissent entre eux. Mais moi, en tant qu'autodidacte, quelque part, je me suis amusé à un peu aller en freestyle, donc, comme on dit, hein. Donc j'essaie une méthode comparative aussi, c'est-à-dire tout d'un coup on commence à voir qu'il y a 36 légendes, mais c'est pas 36, c'est pratiquement toujours la même, il y a toujours la même. Et donc cette méthode comparative, elle permet de faire une fusion, donc une synthèse, et c'est cette synthèse qui devient intéressante. On parle de datation du sphinx, parce que c'est vrai que la datation du sphinx, ça a posé des problèmes. On nous disait, c'est vrai que c'est un géologue qui avait trouvé qu'il avait 25 000 ans, quelque chose comme ça. Ben, normalement, non. Normalement, le sphinx, il devrait avoir théoriquement entre 10 et 12 000, justement, avant Jésus-Christ. Ouais. Parce que si on s'intéresse à ce qu'il représente, c'est un lion mélangé à une tête d'homme. Ouais. Voilà. Et là, il faut s'intéresser au mois cosmique et à une année cosmique. C'est-à-dire que on a notre étoile polaire qui change tous les, je ne sais plus combien, attendez, c'est 4200 et des brouettes, donc autour de ça, et on change aussi de constellation zodiacale tous les 2160 ans environ. C'est-à-dire que actuellement, on est dans le signe des poissons. Je ne suis pas astronome non plus, mais on était dans le signe des poissons, ou bien on est en train de sortir pour entrer dans celui du Verseau, mais on a signe poisson, le signe des poissons associé à un ours, petit ours, qui est notre étoile polaire. Oui. D'accord, bon. Et donc, en regardant, en observant, donc en faisant ces calculs-là par rapport à la constellation zodiacale et la constellation polaire, je tombe donc à cette période-là, 10, 12 000, sur un mélange, le lion. On a la constellation zodiacale du lion qui est associée à celle d'un homme. C'est énorme. On me dit qu'on a trouvé aussi des pyramides en Ukraine. Ça, c'est marrant, ça, je ne savais pas. Mais si, j'en ai entendu parler. Oui, c'est vrai, on a trouvé des pyramides en Sur Ukraine. une île.
Non, Il y alors avait je un sais plus truc si sur une c'était île. sur une île, mais c'est possible. Mais Ouais. on a trouvé des pyramides en Ukraine, ça c'est vrai. Ouais. Tout à fait vrai. Et en Russie aussi, on a trouvé des vestiges d'il y a datés on pense, moins 10 000. Enfin, Il y avait cette fameuse avec des énormes pierres, pierre apparemment. là, qui Énormes, avait toute énormes. une cartographie dessus. Maintenant, je ne me Voilà. rappelle plus de son nom, Dashka ou un truc comme ça. Voilà, on a trouvé cette pierre Ouais, je énorme, avec effectivement une cartographie dessus, puis c'est comme un peu Göbekli Tepe, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une cité en Turquie, une cité souterraine. Ah oui, bien sûr. Oui. C'est pareil, c'est assez fantastique. Ça, ça fait partie de ces civilisations, certainement, qu'on construit ça, parce que c'est assez... je veux dire, techniquement, c'est très, très, très extrêmement complexe, surtout qu'on n'a pas retrouvé, apparemment, les entrées d'air, et pourtant, apparemment, tout le système est aéré, on peut respirer, etc. Et on n'a pas retrouvé, on ne sait pas comment c'est construit. C'est quand même étrange, quoi. Et ça voudrait dire quoi, il y a eu cette civilisation, quoi, en télévision. On a les preuves, quoi. Mais on ne sait pas si c'était des hommes ou si c'était Les extraterrestres. des voilà. extraterrestres. Voilà. Mais les crânes coniques, quand même, qu'on retrouve sur le site de Oui, Nazca, oui, au oui, musée. oui. Alors, ils essayent de donner une explication, je trouve ça un peu farfelu. Ils disent, oui, ce sont des bébés à qui on, Oui, on ça posait aussi, une ça ils ont pierre, fait et plus puis, tard. Non, ils mettaient des plaquettes et Ouais. puis des bandages pour donner, parce que comme le crâne du bébé est encore malléable, Voilà. donc, mais c'était pour retrouver après cette forme qu'avaient peut-être d'autres avant. Et parce que justement, les anthropologues, ils disent que ces crânes dans ce musée-là n'ont pas été modifiés. Ah oui. Ils n'ont pas été forcés pour avoir cette forme-là. Ils sont de nature comme ça. Et alors, je viens avec un exemple tout bête. Je dis, écoutez, bon, je ne dis pas qu'on descend du singe, mais nous sommes cousins. Moi, je suis très, voilà, quelque part, je dis, on a 2 bras, 2 jambes, on ressemble à des singes. On est plus proche d'un singe que maintenant d'un dauphin, malgré tout. Donc, imaginez un arbre, plusieurs branches, un chimpanzé, un gorille, un orang-outan, un qui va devenir l'humain, entre guillemets. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas eu une autre espèce encore qui s'est développée de la même manière que l'humain, entre guillemets, mais qui avait... Parce que si vous prenez maintenant les crânes de ces différents singes, Ouais. vous allez voir une autre forme de crâne. Le chimpanzé, l'orang-outan, le gorille, l'humain. Vous mettez le crâne conique derrière. Donc vous ajoutez encore ce crâne conique. Après, chaque forme de crâne égale aussi une autre forme d'intelligence, parce que l'orang-outan est plus intelligent que certains autres singes. Ouais. C'est le plus intelligent de tous. Donc quelque part, est-ce qu'il n'y aurait pas encore une autre espèce génétiquement compatible, parce qu'ils se sont mélangés, donc, etc. Donc c'est une théorie, je vous dis, ces crânes existent. En tout cas, ces crânes existent. Et Mais pour je le ne pense moment, pas que ce soit des extraterrestres, parce qu'ils devraient vraiment venir d'une planète qui est similaire à la planète Terre pour avoir une forme humaine. Alors, on me demande, juste avant la pause, est-ce que vous êtes fan de Stargate? Oui, ben, j'ai aussi bien sûr Ouais. suivi surtout le film à l'époque quand il est sorti, Ouais. qui était très... Parce que ça aussi, il nous donne beaucoup d'indices, je trouve. C'est très... ben, là, carrément le vaisseau la pyramide sert de base donc pour le vaisseau. Donc oui, Ouais, non, c'est bizarre, Stargate. Puis, et les jump rooms, vous avez entendu parler de ça? De quoi? Les jump rooms, C'est quoi? soi-disant, ce sont des endroits où on pourrait justement passer Passer d'un d'un truc espace à à l'autre, l'autre, ouais. comme ça, instantanément. Ouais. J'ai vu des, voilà, les Des vidéos. lieux particuliers sur Terre. Ce serait des programmes aux mains évidemment de Ouais, militaires très très secrets. Si j'en ai déjà entendu aussi parler de ça. C'est-à-dire oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, ouais. Des brèches spatio-temporelles, comme on les Exactement. appelle, donc Ouais. on peut switcher des trous. Après on appelle ça des trous noirs ou bien des verres, Des trous donc de verre, ouais, j'entends ça. des raccourcis, ouais. Des pourquoi pas. vortex, c'est ça? Non, des trous, ouais, aussi surtout des raccourcis parce que l'espace-temps disparaît à cet endroit-là, c'est-à-dire. Et donc on passerait donc Ouais. d'un... Il parle aussi ça dans l'univers, qu'il y aurait cette possibilité que les trous noirs, ce serait justement des passages comme ça. Voilà. Eh ben, on revient juste après la pause. Si la régie est prête, elle va me faire signe, c'est parfait. Eh ben, c'est magnifique. On fait la pause, on revient juste après. À vous la régie. Voilà, donc de retour sur la libre antenne. Voilà, toujours avec Alan Duke. Donc on a abordé quand même pas mal de sujets. Ça, évidemment, ça provoque des polémiques, enfin j'ai envie de dire des débats entre les métanautes qui prennent position les uns et les autres, parce que dès qu'on touche évidemment à ces questions de spiritualité, ça s'oppose à nos propres croyances. Et selon toi, d'ailleurs, tu me disais que c'était l'ego, tout ça. C'est ça. Ouais, d'ailleurs, on croit. Ouais, c'est-à-dire qu'on s'empêche finalement de faire quelque chose aussi. Disons que moi, par rapport
aux religions, aux croyants, etc. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Moi, je respecte grandement les personnes qui sont pieuses, religieuses, etc., qui ont une croyance particulière. Mais moi, de mon côté, j'ai une autre façon de voir les choses. Je suis un peu plus universaliste, comme on dit. Moi, je cite, je prends deux exemples. Par exemple, si on parle de Dieu, etc., ou bien même pour parler de nous quelque part, j'ai toujours deux phrases qui sont assez pertinentes et pour moi très belles. C'est une de Carl Sagan, qui était quand même quelqu'un d'assez fameux, astrophysicien, etc., qui disait donc poussière d'étoiles contemplant les étoiles. Nous sommes l'univers qui apprend à se reconnaître. Donc ça, c'est déjà une première phrase qui est assez belle. Même Kenny Arcana, elle se réfère sur lui en disant poussière d'étoiles, qu'attends-tu pour briller dans son cinquième soleil. Elle se réfère sur Carl Sagan. Et dans la philosophie en Inde, il y a une phrase qui dit donc simplement Dieu sommeille dans le minéral, s'éveille dans le végétal, se déplace dans l'animal et pense à travers l'homme. C'est-à-dire que là, on a vraiment, à travers cette phrase, on a une grande explication sur l'évolution, quelque part, l'éveil des sens. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de l'évolution, donc, nous avons un monde minéral qui va vers le monde végétal, animal, etc. Donc les sens qui s'éveillent, puisque, par exemple, une plante a moins de sens en éveil qu'un animal, bien sûr, et que parmi les animaux, il y en a un qui a un petit plus, on va dire, il a 6 sens en éveil, plus la conscience d'être vivant. Le sapiens sapiens, je sais que je suis vivant. Et donc ça nous connecte, en ayant cette philosophie-là, ça nous reconnecte directement à l'univers, qu'on appelle Dieu. Donc justement, c'est cette force cosmique qui englobe tout. Et puis voilà, c'est une autre façon de voir la spiritualité, maintenant, c'est tout. Mais en plus, cette forme-là, elle était très adoptée avant. En fait, finalement, avant les religions monothéistes, je ne sais pas, mais j'ai le sentiment que les anciennes civilisations, en tout cas, elles étaient basées sur quelque chose qui ressemble beaucoup plus à cette description-là. Voilà. Ils étaient toujours connectés à la nature et nous, avec notre ego, justement, parce que si maintenant on prend justement l'éveil des sens, en sachant qu'il existe un sens premier, celui qui nous relie au grand tout, il faut s'imaginer un gâteau coupé en 6 parts. D'accord ? Donc je vais faire 6 parts égales et je vais dire chaque part représente un sens. Les anciennes cultures, les hommes, quand l'homme il a commencé à modifier sa façon de fonctionner en créant cet ego-là, il a commencé à fermer la porte sur ce premier sens, parce qu'il a commencé à s'intéresser plus à ses sens extérieurs. Donc la peau, c'est la sexualité. Avant, le fait de la sexualité, c'est simplement pour se reproduire, on va dire, entre guillemets. Le fait de manger, il n'y avait non plus pas toute une philosophie autour du manger, de la gastronomie, etc. Lui, il y avait des sons, bien sûr, mais l'homme, il a commencé à créer de la musique. Donc ces sens, tous ces sens-là vont commencer à prendre de la place. Et il y a un sens qui va commencer à se disparaître, donc ce que je n'utilise pas s'atrophie quelque part. Donc nous avons fermé cette porte, le Stargate comme je l'appelle, donc nous avons refermé, c'est-à-dire qu'on a 5 sens qui prennent beaucoup de place et une petite part qui est le premier sens. On l'a toujours. Et l'idée c'est de se dire, il existe ce sens-là, il faut qu'on lui redonne sa place. Donc il faut qu'on lâche un petit peu sur les autres sens exotériques, comme je les appelle, vers l'extérieur, ou bien déjà rien que le fait de savoir qu'il existe. Nous donnons vie aux choses auxquelles nous apportons de l'attention. De l'attention. Donc je sais que ça existe, donc automatiquement je réouvre cette porte. Je sais que je peux me reconnecter, et c'est toutes les philosophies nous enseignent. Voilà, donc de rentrer en nous pour nous reconnecter à parce que les animaux ils sont toujours connectés à la source, au grand tout, etc.